Bonjour les amis. Aujourd'hui nous allons parler d'une des plus grandes batailles de l'Antiquité qu'ait connue notre pays, la bataille d'Alésia. Elle se déroula durant la conquête des Gaules menée par César de 58 à 51 avant Jésus-Christ. Après sa défaite devant la place forte de Gergovie, le Romain bat en retraite avec ses hommes. Ses 10 légions s'étendent sur près de 30 km. Les légionnaires sont fatigués et encombrés de bagages, et c'est à ce moment précis que Vercingétorix lance sa cavalerie forte de 15 000 hommes. Mais les espions de César l'avaient averti d'un risque d'embuscade. Les légionnaires encaissent le choc, et les mercenaires germains flanquent les cavaliers gaulois et les taillent en pièces. Vercingétorix n'a pas d'autre choix que de se replier vers l'oppidum le plus proche, l'oppidum des Mandubiens, Alésia. Il se situe sur un plateau de 96 hectares, non loin du village actuel d'Alise-Sainte-Reine, sur le mont Auxois, au nord de Clermont-Ferrand. César arrive devant l'oppidum et se rend compte qu'il est impossible de le prendre par un assaut direct du fait de ses falaises abruptes et de ses nombreux cours d'eau. Il va donc emprisonner ses adversaires au moyen de palissades dites circonvallations. La première, orientée vers le défenseur, est longue de 15 km. La seconde, orientée vers l'armée de secours, est longue de 21 km. À cela, il faut rajouter 23 forts et la construction de près de 1500 tours. Ce travail titanesque est parachevé par un labyrinthe de pièges destinés à freiner, blesser, tuer les guerriers gaulois. 2 fossés de 6 mètres sont creusés devant chacune des palissades, avant d'être complétés par des puits enfuis et reliés entre eux par des cordages afin d'empêcher tout retrait, par des arbres couchés au point de tailler. Des rivières vont même être détournées pour combler les fossés. 60 hectares d'arbres auront été nécessaires à l'achèvement de ce siège. Les Gaulois doivent parcourir ce labyrinthe mortel, de près de 50 mètres de longueur, avant d'être en contact avec les palissades romaines. À cette distance, ils sont à portée pratique des pilums des légionnaires, une arme de jet particulièrement dévastatrice qui perfore bouclier, armure et corps. Il faut rajouter à cela les puissantes machines de guerre romaines, les onagres, dont les boulets seront peints en noir la nuit afin que les Gaulois ne les distinguent pas, ainsi que des balistes, cette arbalète infernale capable de transpercer plusieurs guerriers d'un trait à des centaines de mètres. Vercingétorix ne peut empêcher la construction de ce siège et dépêche le reste de sa cavalerie afin de rameuter tous les peuples de la Gaule en vue de finir avec l'oppresseur romain. Combien de combattants pour cette bataille qui s'est avérée épique? Les chiffres oscillent entre 300 000 et 500 000 hommes. Ce qui est certain, c'est qu'il faudra attendre les batailles napoléoniennes pour retrouver une telle concentration d'hommes en un même lieu. Penchons-nous sur les détails des armées en présence. Côté gaulois, presque tous les peuples de la Gaule ont rejoint l'Arverne. Aux abonnés absents figurent les Lingons, les Rèmes et les Trévires. Vercingétorix s'est enfermé avec 80 000 hommes et 1 mois de réserve en vivres. Cela ne suffira pas et obligera l'Arverne à se débarrasser des plus faibles. Femmes, enfants, vieillards, blessés et malades seront chassés de l'oppidum et mourront pitoyablement entre les 2 lignes. L'armée de secours, qui arrivera après des semaines, est constituée de 250 000 fantassins et de 10 000 cavaliers. Elle est dirigée par 2 Édouins, Eporedorix et Viridomaros, par un Atrébate, Commios, et par un Arverne, Vercassivolnos, cousin de Vercingétorix. Du côté des Romains, César peut compter sur 12 légions, soit entre 50 et 60 000 hommes, parfaitement entraînés et fanatisés par leur général en chef. Ils sont dotés d'un armement de qualité, le gladius, le scutum et le pilum, et encadrés par des chefs expérimentés, les centurions. Outre les archers et fondeurs, César peut également compter sur la cavalerie germaine. Ces 10 000 cavaliers haïssent les Gaulois et leur inspirent la terreur sur leurs petits chevaux. Ils vont se révéler déterminants dans cet affrontement. Les Gaulois ont certes le nombre, mais le commandement est disparate, et certains combattants ne sont pas des guerriers. Les Romains sont bien retranchés, et peuvent compter sur leur expérience, mais le nombre n'est pas en leur faveur. Après plusieurs semaines d'attente, l'armée de secours est enfin en vue des murailles de l'oppidum. La grande bataille pour la Gaule peut commencer. La première a lieu en journée. Elle durera 8 heures et opposera la cavalerie de secours ainsi que les défenseurs d'Alésia aux Romains. Après des combats incertains, César envoie la cavalerie germaine. Première défaite des Gaulois,
et n'ont pas réussi à atteindre les palissades romaines. La deuxième attaque a lieu la nuit, sûrement par une lune de sang. Les assiégés et les renforts se munissent d'échelles, de grappins, de faux, ainsi que de chariots remplis de terre pour se frayer un chemin parmi les pièges mortels et les fossés. Les traits recouvrent le ciel étoilé et la terre se gorge du sang des braves Celtes. L'on s'en bat jusqu'au petit matin. Les Gaulois n'ont toujours pas accédé aux palissades romaines, mais les Romains sont éreintés, ils ont puisé dans leurs réserves. La troisième et dernière attaque est minutieusement préparée. Vercassivolnos attaque le mont Rhéa avec 60 000 hommes d'élite, vers midi. Les Romains sont surpris. Au même moment, l'armée de secours se positionne dans la plaine de l'Aume, et Vercingétorix sort une nouvelle fois avec ses hommes et son matériel. Les lignes romaines sont culbutées, la défense de César flanche en plusieurs points, obligeant celui-ci à galoper d'un bout à l'autre des circonvallations. Il envoie son légat Labienus défendre le mont Rhéa et se porte lui-même au combat, vêtu de son paludanmentum, le grand manteau écarlate. Il écrit : des deux côtés règne l'idée que cette heure est unique, que c'est celle de l'effort suprême. On se bat jusqu'à la nuit. D'audacieux mouvements romains mêlés à la cavalerie germaine surprennent les Gaulois de l'armée de secours qui refoulent sabrés. Vercingétorix, qui n'aura pas réussi à l'emporter sur ses points d'action, réintègre l'oppidum. La bataille d'Alésia est terminée. Après sa défaite, Vercingétorix se rend à César avec les autres chefs gaulois en échange de la vie de ses hommes. Il aura régné 9 mois. Chaque légionnaire reçoit un esclave. Et César fixe la somme de 40 millions de sesterces comme sanction. Néanmoins, en prévision de sa politique future, le Romain rend 20 000 prisonniers aux Arvernes et Édouins. Vercingétorix, âgé de 25 ans, est emmené à Rome, où il croupira dans la sordide prison de Mamertime, au Tullianum. Après 6 ans de détention, le Celte est exposé pour le triomphe de César en 46 avant Jésus-Christ, avant d'être étranglé dans sa cellule. Même s'il existe encore quelques actes de résistance, la Gaule est livrée à son conquérant et rentre vers 51 avant Jésus-Christ dans le giron romain. La période gallo-romaine peut débuter.